Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde sur les enjeux sociaux, politiques et organisationnels des applications de traçage en contexte de pandémie. Cette table ronde est organisée par la fonction politique publique de l'Obvia que je co-dirige avec Daniel Weinstock. Et l'objectif de la fonction politique publique, c'est de faire un lien entre des chercheurs et des acteurs, des décideurs sur le terrain. Il y a environ 70 personnes qui se sont inscrites, qui proviennent de différentes organisations au Québec et en Europe. Je vais animer cette table ronde et avant de commencer à vous présenter le contenu et les participants à la table ronde, je voudrais mentionner le fait que l'Obvia a produit depuis plusieurs mois plusieurs rapports en lien avec la COVID. Il y a sept publications qui ont été rendues disponibles et on va pouvoir vous envoyer un document qui présente l'ensemble de ces productions scientifiques de l'Obvia produites par le comité COVID. La table ronde qui va se dérouler de la manière suivante. Il va tout d'abord y avoir une introduction de la part de Justin Lawaré qui a réalisé une étude comparée en Belgique, en France et au Royaume-Uni. Et ensuite, nous aurons deux moments, des réflexions croisées avec les panélistes sur des enjeux à considérer par les pouvoirs publics quand on veut développer une application de traçage, ainsi que sur la question de l'utilité, de l'efficacité des solutions technologiques en temps de pandémie. L'objectif de la table ronde, c'est de permettre des échanges entre les panélistes, mais surtout avec vous qui êtes avec nous ce midi. Avant de donner la parole à Justin, je voudrais vous présenter les panélistes de cette table ronde. J'étais très heureux de pouvoir réunir rapidement. Je remercie tous les panélistes de leur engagement autour de ce sujet. Tout d'abord, Alexandra Bahari est diplômée en droit et en communication. Elle est actuellement candidate au doctorat en droit à l'Université d'Ottawa et ses travaux de recherche portent sur l'accès à la justice et à l'information juridique, la participation citoyenne au sein des initiatives juridiques et numériques et sur l'appréhension des inégalités sociales dans le champ du droit privé. Yannick Dufresne est titulaire de la chaire de recherche de leadership en enseignement des sciences sociales numériques à l'Université Laval et il se spécialise tout particulièrement en analyse de données en opinion publique et en études électorales. Depuis 2011, Yannick a aussi contribué à la conception et développement de plusieurs applications de collecte de données numériques à grande échelle, dont la boussole électorale. Justin Lawaré est titulaire d'un doctorat en sciences politiques et sociales à l'Université catholique de Louvain en Belgique, durant laquelle il a étudié les processus d'innovation dans le secteur public. Depuis 2017, il fait partie du Centre d'analyse des politiques publiques de l'Université Laval. Ses travaux de recherche combinent la conduite de revues systématiques et d'évaluation des politiques et des programmes publics. Karine Gentelet est titulaire de la chaire Abeona ENS Obvia en intelligence artificielle et en justice sociale. Ses intérêts de recherche portent sur la reconnaissance des droits des peuples autochtones, l'usage de la technologie numérique et l'intelligence artificielle au service de la justice sociale et des groupes marginalisés. Karine est également fortement engagée dans la promotion et la défense des droits de la personne auprès d'Amnesty International depuis 2007. Marie-Christine Terrien, quant à elle, est professeure titulaire à l'École nationale d'administration publique et directrice du Cité ID Living Lab Gouvernance de la résilience urbaine. Ses intérêts de recherche touchent la gouvernance de la résilience, les organisations complexes et la gestion de crise. Ses recherches portent sur des problèmes de coordination des réseaux, l'analyse des échecs organisationnels, le transfert des connaissances et la résilience organisationnelle. Elle est co-responsable de la fonction délibération de l'Obvia. Donc, pour commencer cette table ronde et rentrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à Justin, puisqu'on le sait, Québec a donné le feu vert au déploiement de l'application Alerte COVID le 5 octobre dernier. Et auparavant, d'autres gouvernements sur la planète ont réfléchi à l'introduction d'un outil technologique pour lutter contre la pandémie. Donc, Justin, en quelques minutes, peux-tu nous parler des exemples européens que tu as étudiés? Oui, bien sûr. Merci Steve pour la présentation et l'introduction. Donc, je voudrais en quelques minutes vous présenter les résultats d'une recherche en cours. Donc, contexte particulier, celui de la COVID-19.
qui se caractérise par une multitude de foyers d'infection et par un nombre élevé d'infections. Cette caractéristique de cette épidémie-là tente à mettre en évidence les limites du traçage manuel classique. Et les limites sont, on le sait tous, plusieurs jours de délai entre le test puis l'enquête. Également, de la part des personnes infectées, des oublis quant aux personnes qu'ils ont rencontrées lors des 2 dernières semaines. Et puis, une incapacité de ces personnes, tout simplement, à identifier des personnes qu'elles ont côtoyées dans l'espace public. L'autre stratégie qui peut être aussi menée lors d'épidémies, on la connaît, hein, c'est le confinement. Puis le confinement a des impacts négatifs, pas que sur le plan économique. Et donc, face, je dirais, à cette difficulté de trouver un instrument approprié, l'idée du traçage numérique est apparue comme une innovation, comme un nouvel outil. Et ce que j'ai fait comme recherche, c'est en temps réel, essayer de percevoir les problématiques, les difficultés qui se trouvent dans le processus de développement et d'adoption d'une telle application. 3 applications ont été étudiées. Il faut savoir qu'actuellement, il y a plus ou moins une cinquantaine de pays qui ont mis en œuvre une application de traçage ou de notification de contact et que l'une des premières applications mises en œuvre a été Trace Together, qui a été mis en œuvre au mois de mars 2020 à Singapour. Et parmi ces applications mises en œuvre, 3 applications ont fait l'objet d'une analyse un peu plus détaillée. Vous les avez devant vous. Donc, Corona Alert qui a été mis en œuvre fin septembre, le 30 septembre en Belgique. L'application NHS qui a été mise en œuvre aussi fin septembre, le 24 septembre 2020, et Stop Covid, donc l'application française mise en œuvre le 2 juin 2020. Ça, je vous présente brièvement à travers ce tableau les caractéristiques principales de ces applications-là. On peut voir que dans une majorité de cas, elles sont assez similaires. La principale différence se situe notamment pour Stop Covid au niveau du stockage de données. Donc, le stockage des données adopté par les autorités françaises est un stockage de données qui est centralisé, à contrario de l'application belge et de l'application britannique. Et puis également, au niveau de l'utilisation du module d'intelligence artificielle, on retrouve une spécificité liée à l'application britannique qui vise à calculer un niveau de risque en fonction du domicile de la personne. Donc, quelle que soit l'application, il est important de dire aussi dans cette logique de réponse à l'épidémie que le traçage digital, numérique, ne vise pas à remplacer le traçage manuel. On est dans une utilisation du traçage numérique complémentaire au traçage manuel. Ce qui a été fait donc dans cette recherche, c'est de collecter en temps réel une série de données qu'on pouvait retrouver dans les documents administratifs, dans les documents gouvernementaux, mais aussi dans la presse, toute une série d'informations concernant les défis rencontrés lors de la mise en œuvre de telles applications. Et succinctement, en termes de l'analyse, nous sommes parvenus à identifier 7 grands types de défis. Ces défis-là constituent davantage des catégories générales. Donc, on peut encore les décliner en sous-catégories, mais ici, je voulais vous présenter, voici les grandes catégories que l'on peut retrouver. Alors, la première catégorie, elle est clairement liée au fonctionnement de l'application. Et une grande problématique qui a été rencontrée, c'est d'une part l'activation du Bluetooth, donc avec des appareils comme iPhone ou des appareils fonctionnant sur Android. Lorsque l'application n'est pas active, le Bluetooth est désactivé de façon à ce qu'on puisse économiser de la batterie notamment. Cette désactivation automatique du Bluetooth a posé pas mal de problèmes donc, aux développeurs, ainsi que l'utilisation du Bluetooth comme mesure de proximité. Donc, ce qui a particulièrement posé problème est d'avoir, via l'utilisation du Bluetooth,
une mesure valide de la distance. Et un autre problème qui est également soulevé, c'est la question de la compatibilité. Puisque notamment dans le cas de l'application britannique, tous les appareils, tous les téléphones intelligents dont la version est antérieure à l'iPhone 7 ne peuvent pas fonctionner avec l'application. Un autre grand défi, une autre grande problématique a été celle de la protection des données et de la sécurité des données individuelles. Les autorités, de façon générale, ont eu en tout cas une série d'oppositions par rapport au stockage centralisé. Et par la suite, on a mis en évidence des risques de piratage ou de l'enregistrement de données ou d'interactions qui n'étaient pas spécialement annoncées au préalable. Ici, ce que je voudrais faire aussi comme remarque, c'est que le nombre de problématiques qui ont été identifiées ne reflète pas spécialement la difficulté ou la qualité des applications que je présente. Elles dépendent surtout de l'information qui a été disponible. Donc, notamment dans le cas de la Belgique, ça a été une application qui est plus récente, qui a constitué une adaptation d'une application étrangère. Et de façon générale, l'information disponible était relativement faible. Voilà, c'était un petit préalable. Donc, des risques de piratage qui ont été mis en évidence, donc concernant à la fois la base de données, l'utilisation, la fragilité de l'utilisation Bluetooth pour les téléphones, mais aussi des risques de faux positifs, donc des personnes qui pourraient envoyer des notifications comme quoi elles ont été positives. Concernant l'efficacité, on voudrait surtout relever le faible taux d'utilisation dans la population en général, de même que le retard, qui ont été plusieurs fois mis en évidence, notamment dans le cas français, ce retard de quelques heures lors de la journée de lancement a débouché sur un téléchargement d'une autre application de traçage. Donc voilà, ici vous avez le tableau général, puis dans la discussion, n'hésitez pas à revenir sur l'une ou l'autre problématique si vous le souhaitez. Merci Justin pour cette présentation qui était très claire, qui permet de voir que le développement de ces applications de traçage, de suivi de contacts soulève plusieurs enjeux, plusieurs défis. Pour les personnes qui participaient à cette table ronde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en utilisant l'onglet QR en bas de votre écran. Ce qui me frappe, puis on aura l'occasion d'en discuter avec les différents panélistes par rapport à la présentation que tu viens de faire, c'est que les autorités publiques ont dû rapidement prendre beaucoup de décisions autour de ces applications de traçage. Donc, on va avoir l'occasion d'avoir une discussion, une réflexion sur cette question de la discussion de l'urgence dans le domaine. Justin, j'ai une question pour toi de Stéphane Roche qui mentionne que Stop Covid a été abandonné. Tous Anti-Covid est en cours de lancement. Est-ce que tu as regardé les paramètres de ce changement? Non, pas encore. Donc là, c'était une première. On travaille en temps réel. C'est aussi une spécificité de cette période-ci. Donc là, c'était une première version. Il faudrait effectivement regarder si des aménagements ont été faits. Puis notamment des aménagements au niveau de l'interopérabilité, puisque l'application française n'était pas interopérable avec d'autres applications européennes. Puis ça avait été également soulevé. Donc, ça voudrait dire effectivement que ce serait intéressant de regarder tous anti-Covid, voir quels sont les paramètres qui ont été modifiés pour répondre aux problématiques qui ont été soulevées. Merci, merci Justin. Je voudrais peut-être maintenant élargir la discussion à nos autres panélistes qui ont des perspectives disciplinaires différentes sur ces enjeux des applications de traçage et de suivi de contacts. On va commencer par Yannick Dufresne. Et ça va être la même question pour l'ensemble des panélistes. Je vais vous donner 4-5 minutes pour répondre à cette question. À la lumière des enseignements de la première vague, quel est selon vous
l'enjeu principal à considérer pour développer une application de traçage, de notification de contact. Yannick, je te donne la parole. Donc, c'est certain que quand on pose une question comme ça, moi, je suis spécialiste de l'opinion publique. Donc, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand on pose une question d'acceptabilité sociale, c'est qu'est-ce qu'on entend par acceptabilité sociale. Puis, c'est l'idée de savoir si ces applications-là, justement, ont une acceptabilité dans la population. Quand on me pose cette question-là, puis depuis, justement, surtout depuis le début de la crise, on me pose souvent cette question-là, c'est quoi l'acceptabilité sociale, puis comment est-ce qu'on mesure cette acceptabilité sociale-là? Moi, je réponds souvent que la meilleure façon de pouvoir penser et opérationnaliser l'acceptabilité sociale, c'est de prendre en considération que c'est une question d'opinion publique, puis souvent sur un enjeu complexe. Hein? Même en général, l'acceptabilité sociale, souvent sur un projet qui est précis, tout ça, alors que l'opinion publique, on sait qu'habituellement, les enjeux, c'est peut-être pas le meilleur acteur pour pouvoir aller chercher dans les détails. Donc, pour le contexte actuel sur la COVID, quand on réfléchit à qu'est-ce qui rentre en ligne de compte sur les applications de traçage, mais quand on est venu vers moi avec le VIEP, qu'on a commencé à réfléchir, on se disait que c'était comme ça touchait différents champs d'études d'opinion publique, mais que souvent on n'étudie pas ensemble. Puis il y a une question là-dedans de droit et démocratie, nécessairement. Il y a une question qui est liée foncièrement à la science et la technologie, puis à la santé publique. Puis je me disais que c'était un peu dans l'interstice de ces trois enjeux-là qu'on pouvait commencer à poser des questions sur l'acceptabilité sociale. Donc, je vais répondre à la question qui est pour les applications de traçage ou l'intelligence artificielle en général, puisque la recherche s'est déroulée ou a débuté au début de l'été, même voire au printemps. Et puis, pourquoi que les gens appuient ou non ce type d'application-là. Je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous avez des questions, je vous invite à me contacter. Dans 5 minutes, l'idée, c'est juste de mettre du matériel pour nourrir la discussion. Donc, on a fait 2 sondages. Un avec 146 questions. Vous imaginez qu'on pourra rentrer dans les détails dans les 4 prochaines minutes. Puis, un autre sondage où est-ce qu'on touchait on faisait des expériences de sondage pour aller chercher dans les caractéristiques. Parce qu'il y a des manières avec l'opinion publique, autres que juste poser des questions conventionnelles. Il y a des manières maintenant qui existent de pouvoir aller chercher dans les détails d'un enjeu complexe. Donc, qui est pour? Question simple. Là, il y avait une question, puis dans les 146, on avait d'autres, mais ça va souvent dans la même. Les tendances, on les voit se dégager, qu'on utilise des mots. On a fait même des expériences avec des formulations pour voir si l'opinion publique changer d'opinion en fonction du terme qu'on utilisait. Mais en général, les gens qui sont plus en faveur des dispositifs de traçage, mais c'est les gens les plus âgés, c'est les gens les plus éduqués, puis c'est les hommes. Là, on s'est posé la question, oui, mais pourquoi? Pourquoi? Hein? Il y a différentes questions qu'on peut se poser. Est-ce que les gens appuient les applications de traçage parce que c'est des technophiles ou la plupart parce que c'est des technophobes qui ont peur de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est des gens qui sont plus autoritaires, qui ont moins les valeurs démocratiques à cœur? Ou est-ce que c'est simplement le produit, cette acceptabilité sociale-là, d'une peur, d'une crainte de la menace de la crise sanitaire, un peu de type pyramide de Maslow, où est-ce quand on aurait peur de la pandémie, mais on appuierait plus les applications ou non. On a testé ça dans un modèle multivarié, mais évidemment, en 5 minutes, on va simplifier ça. Le facteur le plus important, c'est de loin celui de la part de la santé publique. La démocratie, l'idéologie, donc un aspect idéologique, hein, on pourrait dire presque de droite, l'idée d'une vision plus autoritaire, et le deuxième facteur. Puis la technophobie, c'est comme mesuré avec des échelles qu'on a trouvées un peu partout dans le monde. La peur que l'intelligence artificielle prenne le contrôle ou prenne des décisions pour l'humain, tout ça, ça a seulement des effets parmi ceux qui sont très sophistiqués numériquement, mais n'a pas vraiment d'influence dans le reste de la population. Donc, c'est un des éléments. Quand on rentre dans les caractéristiques maintenant, là, je saute les détails de cette étude-là, mais c'est intéressant de savoir qu'on l'a fait comme une analyse conjointe. L'idée, c'est d'aller chercher un peu comme les spécifications nommées par Justin juste avant moi. C'est de pouvoir essayer d'aller creuser qu'est-ce que l'opinion publique préfère ou s'oppose parmi les caractéristiques d'une application de traçage par rapport à qui l'a développé, le traitement des données, l'installation. Puis comment ça fonctionne un peu, c'est aléatoirement, chacun des répondants à notre sondage obtient le choix entre 2 applications dont les caractéristiques ont été mises aléatoires.
Puis à la fin, la personne choisit simplement laquelle est-ce qu'elle préfère entre les deux applications. Puis, par exemple, un répondant pouvait avoir deux options comme ça. Une application développée par un centre universitaire, application développée par une entreprise commerciale. Ici, données anonymisées, données anonymisées. Donc, c'est possible qu'on ait les mêmes caractéristiques. C'est que dans l'agrégé, on est capable d'aller voir ensuite quelles sont les caractéristiques les plus importantes. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette expérience-là, c'est qu'on est capable de voir chacun des effets de chacune des caractéristiques ou spécifications contrôlées pour les autres. Puis, nous, on a trouvé, c'est que la caractéristique la principale qui détermine l'appui ou l'opposition à une application de traçage comme ça, c'est le développement, le fait que ça soit développé par une université ou non. Même plus fort que la deuxième, que l'installation soit volontaire ou non volontaire et que les données soient anonymes. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même un signal dans l'opinion publique, même si c'est un sujet qui est particulièrement d'experts puis assez complexe. Puis juste pour finir, ces mêmes résultats-là, si on regarde les gens qui sont pour et les gens qui sont contre l'application de traçage, le seul facteur qui change, c'est la base volontaire ou non d'installer l'application. Donc, voilà. Merci Yannick pour la présentation. C'est tout un défi en 5 minutes de présenter les résultats de cette recherche. Maintenant, je vais me tourner vers Marie-Christine. Marie-Christine, tu travailles, tu collabores régulièrement avec des organisations publiques en situation de crise. Donc, par rapport à la question de ces applications de traçage, quel est le principal enseignement à retirer des expériences récentes? Je vais apporter, je dirais, un point de vue non seulement institutionnel ou organisationnel, mais aussi, je dirais, probablement un point de vue pragmatique à la question, peut-être en 2 points. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que les cas contacts, les enquêtes, le contrôle des éclosions, bon, et surtout leur prévention, évidemment, c'est vraiment au cœur, tout le monde le sait, là, de la stratégie de santé publique. Mais au cœur de cette stratégie-là, l'information puis l'évaluation du risque de ce qui se passe avec le virus sont aussi extrêmement importants. La façon de faire des enquêtes de cas contact, elle existe depuis de nombreuses, là, des dizaines d'années. Et l'organisation du travail des directions de santé publique, quelles qu'elles soient, est organisée autour de ça, évidemment avec quelques variantes, là, dépendamment des pays. Donc, mais c'est ancré. Donc, c'est des façons de procéder qu'ils ont pour répondre à ces situations-là. De plus, en ce moment, au niveau, comme on l'a vu là, dans les médias, au niveau des systèmes d'information, il est extrêmement difficile pour la santé publique d'intégrer l'appli Alerte COVID que l'on a parce que les informations, en fait, elles ne sont pas transmises à la santé publique. L'appli, en ce moment, Alerte COVID, elle existe un peu comme dans un vacuum. Il n'y a pas et pour toutes sortes de raisons, comme on le sait, là, les données n'aboutissent pas dans un endroit centralisé. Donc, étant donné que les informations ne sont pas transmises à elle n'a pas finalement d'action ou de capacité d'action autour de l'appli Alerte COVID. Pourtant, il faut bien le noter, la santé publique, la protection des données personnelles est vraiment au cœur de ses préoccupations. Donc, il y a en quelque part en ce moment un disconnect avec ce qui se passe. Donc, si je reçois une alerte via l'appli actuellement, bien, ça va m'indiquer que je dois aller me faire tester. Si je suis positive, la santé publique va entrer en contact avec moi pour participer à l'enquête de cas contact et on retombe dans l'espace manuel de la situation. Bon, le bon côté, c'est que l'application va m'avoir alerté. Elle va faire en sorte de me diriger vers un centre de dépistage. Donc, j'aurai participé à faire rapidement une action, mais ça n'empêchera pas la santé publique de faire son enquête de cas contact. Aux dernières nouvelles, au Québec, là, selon ce qui avait été émis par le MNESCAR, il y a 418 Québécois qui ont utilisé la clé à usage unique. Donc, si on fait une multiplication de ces 418 personnes-là par 30 contacts, là, qui serait vraiment énorme,
ben en fait, ça aurait amené 12 540 personnes à aller se faire tester. Donc, c'est un appui finalement à la stratégie actuelle. Le manque d'intégration à colliger l'information via l'appli n'est pas possible avec les systèmes d'information actuels de la santé publique. Puis aussi l'équilibre entre la protection des données personnelles, qui est la chose fondamentale pour la santé publique, comme je le disais, puis la possibilité d'utiliser, par exemple, ces données-là générées par l'application, par exemple, pour du géoréférencement, fait en sorte que pour la santé publique actuellement, l'appli Alerte COVID est marginale. Donc, la santé publique, elle connaît très, très bien en ce moment sur le territoire les populations vulnérables ou les risques qu'il y a sur le territoire. Elle agit de façon extrêmement préventive dans ce sens-là avec les populations et probablement que ma collègue Karine va en parler, mais je suis loin d'être certaine que ces populations-là ont soit un téléphone intelligent ou encore l'application de traçage. Donc, on est finalement dans des cercles qui tournent. Deuxième point, quand l'appli a été développée, ou en fait celle qui est utilisée actuellement, qui est prônée par le gouvernement, ben, elle n'a pas nécessairement impliqué une compréhension de l'utilisation par les acteurs de la santé publique. Donc, s'il faut répondre à un principe très important d'inclusivité des parties prenantes pour développer une innovation comme une application de traçage, ben, c'est extrêmement important de faire en sorte que des organisations comme la santé publique soient incluses dès le départ pour qu'on inclue non seulement leurs préoccupations, mais aussi leur processus organisationnel pour que l'ancrage se fasse à ce que ça soit utile. Donc, fait à noter, quand il y a eu la commission parlementaire au Québec, la santé publique n'était pas présente, n'a pas présenté de mémoire pour faire état de la chose. Et donc, en fait, on se retrouve avec une application, et peut-être ailleurs aussi, peut-être que Justin pourrait répondre à cette question-là aussi, d'une solution qui répond inadéquatement en ce moment aux besoins, évidemment, toujours dans mon positionnement de la santé publique. Donc, on n'a pas considéré qu'en prenant en charge une application comme celle-là, il y avait aussi la nécessité d'avoir un processus de mise en œuvre avec l'organisation qui gère actuellement les cas contacts et le traçage. Donc, finalement, je pense que c'est important de penser à un niveau macro, que la technologie, il faut qu'elle permette de soutenir l'intervention, la prévention et l'intervention de la santé publique pour que ça s'inscrive finalement aussi dans toute la chaîne, puis je pourrais y revenir là, dans la deuxième partie. Merci Marie pour cette présentation très, très claire des enjeux organisationnels de prise en considération des utilisateurs du côté de la santé publique, de l'application de traçage. Tu as un petit peu mis la table pour Karine et Alexandra qui vont intervenir maintenant par rapport aux populations vulnérables, mais aussi j'étais frappé par les données que Justin montrait qui concernait le pourcentage de la population qui n'a pas de téléphone cellulaire. Ce que les données de Justin ne nous enseignent pas, c'est quel est le pourcentage de la population qui a un téléphone cellulaire qui est adapté aux normes qui permettent de recevoir l'application Alerte COVID. Donc, ça permettrait encore sans doute d'augmenter le différentiel. Karine et Alexandra, pour répondre à cette première question sur les principaux enjeux à prendre en considération, quelle est votre opinion là-dessus? Ok, ben en fait, je vais commencer, puis après ça, je passerai la parole à Alexandra. Mais pour faire suite à ce qu'a dit Marie-Christine, je dirais que
le niveau macro est certainement à prendre en considération et je rajouterais le contexte social. On parle d'une pandémie qui est mondiale. On a déjà eu une première vague, donc on a une bonne idée de là où on s'en va et ce que ça va donner. Donc tout le contexte social serait, je pense, à prendre en considération. Et peut-être un des éléments le petit bémol que je ferais, c'est par rapport à populations vulnérables. Moi, j'aime bien parler de populations qui sont marginalisées pour pas rester sur un fait de la vulnérabilité, mais pour être capable de regarder les structures qui sont en arrière et qui amènent à cette vulnérabilité, donc en fait qui sont souvent des structures de marginalisation. Et ça nous amène à ce qu'Alexandra va parler, là, mais des inégalités de santé et des inégalités numériques, donc des types de fractures numériques. Et donc ces structures-là, de les considérer, et donc de considérer de groupes qui sont marginalisés du système actuel, permet aussi de considérer des structures, notamment des structures communautaires qui n'ont pas été prises en compte dans la première vague et dans le développement des structures, des réponses lors de la première vague. Et on sait que beaucoup de groupes qui sont dits vulnérables et que moi j'appelle marginalisés, travaillent beaucoup avec des organisations communautaires. Et donc d'inclure, en plus de la santé publique, qui, je ne comprends pas qu'elle n'ait pas été inclue et que ce soit pas compatible, en tout cas qu'il n'y ait pas eu d'interconnexion, mais de travailler avec ces organisations communautaires et de les intégrer dans le développement de solutions. Et ces organisations qui sont quand même les experts de ce qui se passe sur le terrain, ce sont les premiers répondants, elles ont une très bonne connaissance des besoins justement et des inégalités. Donc ça, c'est important. Et je dirais en fait, pour parler comme une sociologue, mais l'agentivité des personnes, autrement dit, ce qu'elles sont capables de décider, c'est-à-dire de télécharger ou de ne pas télécharger, de consentir ou de ne pas consentir à l'application. Souvent, ça a été beaucoup... je n'ai pas vu, quand on a fait l'étude, que ça a été considéré. Et par exemple, l'application en France, là, je suis des hackers sur Twitter qui justement parlaient de l'application française et il y a un taux ils enlèvent l'application, je pense que c'est 1,3 ou 1,4 million de personnes qui enlèvent cette application-là. Donc, il y a un choix. Même après l'avoir téléchargé, il y a un choix de l'enlever. Donc, je trouve que cette agentivité qu'on appelle numérique, il est important de la considérer, et particulièrement quand on parle de personnes qui sont marginalisées, parce que quel va être leur choix, qu'est-ce qu'elles vont décider si elles ont la maladie, est-ce qu'elles vont le dire, est-ce qu'elles ne vont pas le dire, est-ce qu'elles vont le signaler via l'application, et ça va avoir une incidence. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Alex. Oui, ben c'est parfait puisque la table a été bien mise quand même par plusieurs personnes. En fait, c'est un enjeu important à considérer dans le développement et le déploiement de ces applications mis en lumière par notre recherche, c'est vraiment les inégalités numériques. Donc, on les a déclinées sur 3 points au fin de notre travail. Donc, premièrement, il y a la fracture numérique en termes d'accès à Internet et aux technologies, ce qui comprend aussi les conditions d'accès. Donc, avoir accès à un ordinateur personnel, par exemple, avoir accès à Internet haute vitesse. Donc, par exemple, là, en l'occurrence, le taux d'adoption des téléphones intelligents est de 77% de manière générale, selon les chiffres du CIFRIO. Mais il est près de 50% pour les personnes qui ont un revenu de moins de 20 000 $ et même moins pour les personnes aînées. Puis il y a évidemment la question du modèle d'exploitation récent dans le cas d'alerte COVID, donc dans les 5 dernières années. Bon, ça, on en a parlé cet été, mais ce dont on a moins parlé, ce sont les entrecroisements entre ces groupes de population qui sont moins connectés. Donc, on n'a pas les données québécoises pour les téléphones, mais en ce qui concerne l'accès à un ordinateur, par exemple, non seulement les aînés d'une part et les personnes à faible revenu d'autre part sont moins équipées, mais les aînés à faible revenu le sont encore moins, donc 37% qui ont un ordinateur à la maison. Ensuite, deuxièmement, il y a la fracture numérique en termes d'usage des technologies, dont ça, on a quand même moins parlé. Donc, le fait de pouvoir se servir de manière efficace des technologies une fois qu'on y a accès, donc notamment à des fins informationnelles, puis pas juste récréatives. Donc là, par exemple, si les personnes ont accès à un téléphone intelligent, il y a toute la question de si elles vont savoir ce que l'application peut faire ou ne pas faire. Par exemple, 1, quant au caractère libre et volontaire lorsqu'il s'agit de signaler un diagnostic avec l'identifiant. 2, quant au risque de faux positifs et négatifs. 3, quant à la portée des recommandations émises, donc là, du fait qu'elles ne sont pas contraignantes. Puis d'ailleurs, si on l'a vu, il y a des gens qui peuvent télécharger l'application sans l'utiliser puis sans signaler le diagnostic, ce qui est quand même assez fréquent selon ce qu'on connaît pour l'instant. Puis troisièmement, à l'heure où on utilise de plus en plus les données numériques à des fins de recherche et de politique publique, là, donc par exemple, c'est ce que j'ai moi-même fait dans une recherche antérieure avec des données Facebook, on peut aussi parler d'une fracture dans les données. Donc, moins on a des activités en ligne en raison des 2 premières fractures numériques, moins on est représenté dans ces données numériques. Donc, il y a des chercheurs et chercheuses qui parlent de des heures de données. Puis là, ça ne concerne pas les applications décentralisées comme Alerte COVID,
du moins pas à ma connaissance, mais il y a potentiellement des implications en ce qui concerne certains modèles d'application qui souhaitaient utiliser les données des applications pour construire un modèle épidémiologique pour mieux comprendre la maladie à partir des données. Puis là, l'enjeu, c'est est-ce que la fraction numérique de premier niveau ou de deuxième niveau pourrait avoir des répercussions sur la représentativité des données collectées pour nourrir ces modèles-là. Puis le dernier point qui est important à amener par rapport aux fractions numériques, c'est que plusieurs enquêtes sociologiques dans divers contextes géographiques montrent qu'elles sont ancrées dans les inégalités sociales préexistantes et que la santé n'y fait pas exception. Donc déjà, dans notre rapport, on parle beaucoup du lien entre inégalités sociales et de santé, au sens où ce n'est pas juste les personnes âgées qui sont significativement touchées, mais différentes populations marginalisées. Évidemment, il y a cet enjeu d'être moins susceptible de bénéficier de l'application afin le plus les cibler spécifiquement via d'autres mesures. Évidemment, on ne peut pas le savoir avec précision puisque les modèles décentralisés comme Alerte COVID ne collectent pas de données d'utilisateurs pour des raisons à propos du point de vue de la vie privée, là, on le comprend. Mais il faut quand même tenir compte de ces disparités à partir de la littérature sur les inégalités numériques, littérature sociologique, donc en fait d'identifier quels groupes sociodémographiques sont les plus à risque d'être victimes de faux positifs et négatifs également, et plus généralement d'identifier les contextes qui visent ces faux positifs et faux négatifs, donc par exemple la séparation par les murs, les gens qui ont l'équipement de protection, etc. Puis aussi sur le plan matériel, si elles utilisent l'application, est-ce que des mesures compensatoires, des structures de soutien sont prévues si elles se mettent en quarantaine et cessent de travailler, si c'est des mères monoparentales qui n'ont pas vraiment qui sont les seules personnes qui s'occupent du ménage, par exemple. Puis sur une autre note, on a beaucoup parlé de vie privée cet été, qui est évidemment un enjeu important, mais dans notre recherche, on a aussi été amené à réfléchir sur les impacts différenciés potentiels sur certaines populations en termes de conséquences de violation de la vie privée, notamment les personnes qui ne peuvent pas du tout télétravailler ou quoi que ce soit. Merci pour tous ces exposés. Je vois plusieurs questions qui arrivent dans les questions-réponses, donc n'hésitez pas à formuler vos questions si vous voulez interagir avec les panélistes. Je vais commencer par une première question qui est davantage orientée vers Justin, mais je serais curieux également d'avoir le point de vue de Yannick sur la question de Lise Langlois, qui mentionne que devant les faibles résultats, est-ce que le choix de l'outil téléphone cellulaire pour gérer la crise était le mieux, le plus adéquat? Et est-ce qu'il y aurait des recommandations à faire en matière de suivi de pandémie suite à cette analyse? Puis c'est pour ça que, dans un premier temps, je voudrais me tourner vers Justin et Yannick sur cette question davantage de choix de l'outil et de l'instrument d'action publique. En soi, oui, c'est une solution qui semble pertinente, mais on voit que l'aspect solutionniste, une application ne peut pas résoudre tout. Puis comme on l'a dit, il y a la question d'agencivité qui entre en ligne de compte, même si on a vu que notamment dans un pays comme l'Angleterre, l'acceptabilité sociale est assez élevée, le taux de téléchargement dans la population reste quand même encore faible. Comme Karine l'a mentionné, de nombreuses désinstallations effectuées après l'installation de Stop Covid. Donc, on est là dans finalement un processus d'innovation qui requiert aussi de la pédagogie et de l'explication cohérente et transparente au niveau public par rapport à la conception de telles applications. Les gens l'acceptent, mais ont quand même encore du mal à passer le pas. Et il y a toute cette question de sécurité, de protection qui intervient en plus de la question de la connectivité, de la capacité de télécharger une telle application. Donc, en matière de suivi de la pandémie, il y a aussi l'intégration, l'explication, laisser quand même le temps à cette innovation-là de faire sa place, ne pas penser qu'elle va tout résoudre par elle-même, et puis l'intégrer dans une stratégie de santé publique beaucoup mieux que ce qu'on a pu le faire et le voir notamment ici. Et c'est des pistes aussi de travail qui sont suivies en Belgique, notamment par une institution comme Sciences Sanofi, qui gère la base de données, mais qui fait face par contre à des problèmes d'infrastructure et de risque de piratage aussi. Donc, c'est très complexe, c'est systémique, mais on est dans une phase de lancement on voit, je regardais justement tous anti-Covid, c'est déjà une mise à jour de Stop Covid, donc on est là dans un apprentissage, dans quelque chose qui est en cours. Donc voilà, à ce stade-ci, la réponse que je formulerai. Merci Justin. Yannick, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce point?
Ouais, la réponse de Justin était tellement complète qu'il ne me reste plus beaucoup d'espace ici, mais je disais, je trouve que c'est vraiment une question que je remercie mes co-panélistes aussi, là, Marie-Christine, avec l'idée des données qui ne sont pas distribuées vers la santé publique, qu'Alexandra et Karine qui nous sensibilisent aussi aux groupes marginalisés. C'est certain que s'il y a une difficulté d'accès à cette application-là, moi, je vois deux problèmes. Premièrement, le premier, c'est est-ce que l'application est là pour donner à la santé publique des informations qui sont justes, qui sont représentatives. Avec le degré de données qu'on a, moi, je viens de la perspective d'un peu de sondage d'opinion publique. Si on était capable de corriger ce biais-là, moi, ça me rappelle beaucoup le problème dans l'opinion publique qu'on appelle le silent voices. C'est lié d'ailleurs à la fracture numérique, mais en opinion publique, certaines personnes, on les connaît, les groupes marginalisés, les Afro-Américains aux États-Unis, les femmes, les gens de bas revenus, ne sont pas représentés dans ce qu'on appelle l'opinion publique. C'est une question de représentativité. Puis, dans ce cas-ci, c'est un peu particulier parce que justement, il y a des problèmes de confidentialité qu'on n'a peut-être pas les données pour pouvoir corriger ces données-là. Le deuxième aspect, par contre, qui est important et qui ne touche pas l'opinion publique, c'est que ce n'est pas juste une collecte de données pour la santé publique, c'est aussi une question de puis ça c'est la prochaine question, si ces applications-là sont efficaces à combattre la pandémie, c'est une question d'équité aussi. Puis qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à cette application-là pour se protéger eux-mêmes ou leurs proches, ça c'est une autre question. Donc je le vois vraiment comme deux questions séparées ici pour le cas particulier auquel on fait face. Merci, merci Yannick pour les compléments. Il y a plusieurs questions qui sont vraiment intéressantes de la part des personnes qui participent à cette table ronde. Marie-Christine, je vais me tourner vers toi. Une question de Sébastien Gams qui porte sur la question de l'efficacité d'alerte COVID en se demandant est-ce qu'on pourrait demander aux personnes qui se présentent à un test si elles se présentent parce qu'elles ont reçu une notification de l'application. Donc, est-ce que tu as de l'information sur un peu l'utilisation qui est faite des résultats des notifications d'alerte COVID? Ben, écoutez, la réponse rapide à ça, c'est non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de lien entre les deux. Et donc, effectivement, à la question directe, est-ce que c'est posé? La réponse, c'est non. Est-ce que ça pourrait être posé? Oui, j'imagine. Mais à ce moment-là, se pose, je pense, l'enjeu de pourquoi poser la question? Parce que l'objectif, finalement, dans combattre la pandémie, là, si on veut s'exprimer ainsi, c'est la rapidité. Et c'est de faire en sorte que la personne reçoive effectivement son résultat de test rapidement et que l'enquête puisse se faire pour qu'on puisse avertir les contacts de la personne. Donc, qu'on ait une information, si ça vient par Stop COVID, devient une information qui est probablement intéressante au niveau statistique, mais je ne pense pas qu'elle vient appuyer finalement la démarche de la santé publique. Peut-être en lien aussi avec ce que Yannick vient de dire sur la question d'équité, je pense que ça aussi, c'est effectivement très important. Et la question demeure entière parce que, étant donné qu'on a peu de gens qui l'ont sur leur téléphone, ben en fait, l'assurance de l'équité en ce moment, on ne peut pas dire qu'elle se fait via l'application. Elle se fait via une instance publique qui pourrait peut-être augmenter l'effet d'équité s'il y avait plus d'activités autour de l'application. Mais pour l'instant, c'est encore assuré par ce que moi j'appelle des fois la cavalerie, là, qui est l'administration publique. Puis pour rebondir sur justement le dernier commentaire de Marie-Christine, il y a une question de Lise Langlois qui s'adresse à Alexandra et à Karine sur la possibilité des outils numériques d'intelligence artificielle de créer des structures inclusives. Donc, est-ce que quelque chose qui est possible? Comment développer ces outils et des structures inclusives quand on est dans les dimensions numériques technologiques?
Ce qu'on a mis dans le rapport, je peux peut-être commencer Alex, hein, mais ce qu'on a mis dans le rapport, c'est notamment de développer en concertation et d'utiliser aussi l'expertise, j'en ai parlé un peu, l'expertise des organisations communautaires qui savent exactement quelle est, par exemple, qui a accès à telle technologie au niveau d'Internet, au niveau des téléphones, donc au niveau de la première fracture, au niveau de la deuxième et au niveau de la troisième. C'est-à-dire qu'il y a une expertise sur le terrain d'acteurs communautaires et d'organismes qui sont entre l'État et entre les institutions publiques et entre les personnes qu'on veut rejoindre, qui est très nécessaire. Donc ça, c'est vraiment la base, je dirais, en termes d'intégration. Et par rapport à ce que vous disiez, à ce que Yannick et Marie-Christine disaient, mais c'est assez intéressant parce que l'application, quand je lisais ce matin sur l'application française, et il y a un moment donné où, oui, ça peut servir, mais à un moment donné, apparemment, on reçoit une notification comme quoi il y a eu des mises à jour qui ont été faites, mais pour avoir accès à ces mises à jour, il faut se connecter. Donc, c'est comme si, et je pensais à quelqu'un, par exemple, qui a un statut, c'est des exemples qu'on a donnés dans le rapport, mais quelqu'un qui a un statut migratoire qui est particulier et pour qui avoir la COVID, c'est problématique et se faire détecter pour avoir la COVID est problématique, c'est quelqu'un qui va rester sous le radar, même s'il a un téléphone intelligent avec le Bluetooth, etc. Ça, c'est pas pris en compte et ça me semble un facteur important moi je parle souvent de discrimination, mais d'inéquité pour sûr. Et c'est forcément quelqu'un qui au final ne va pas être dans les données parce qu'il ne va pas les donner, ces données. Excusez-moi pour le glissement, mais c'est ça. Peut-être Alexandre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben moi, je pense qu'il y a comme la question des moyens matériels d'une part, puis la question du comment plus méthodologique d'autre part. Donc, oui, c'est super intéressant, puis c'est vraiment une avenue à explorer d'aller un peu croiser l'outil d'intelligence artificielle et comme ce que les groupes peuvent faire eux-mêmes pour eux, mais c'est sûr que pour l'instant, tout ce qui est société civile, c'est très cher de faire l'intelligence artificielle. Ça prend non seulement l'expertise, mais beaucoup de moyens matériels. On peut penser aussi au travail du CLIC qui est tout en trame de fond du développement des outils. Donc, c'est sûr que comme c'est une avenue qu'on explore un peu avec Karine, mais je pense qu'il y a quand même des obstacles de ressources matérielles à considérer. Ensuite, il y a le comment qui est vraiment intéressant. Comme tout le monde est pour la participation, mais comment s'assurer que dans le fond, elle puisse se faire. Puis je pense que c'est là où tout ce qui est les méthodes de design participatif sont quand même des outils, sont une littérature intéressante pour aller voir concrètement les gens qui voulaient concevoir des outils vraiment pas pour les gens, mais avec les gens. Donc, pas juste pour les gens, mais avec les gens. Et donc, les gens ne sont pas juste une source de données, mais en fait, contribuent activement au design. Ils ont quand même des pistes de comment ils ont fait, comment ils ont rejoint les groupes qui ne sont pas nécessairement à l'aise technologiquement. Donc, en valorisant les savoirs qu'eux-mêmes détiennent sur leur environnement. C'est des initiatives qui ont déjà été développées. Tout ce qui est c'est un courant, le design justice. Donc, c'est pas quelque chose qui est forcément c'est nouveau, mais ça a été mis en place déjà. Donc, certainement, ça pourrait être transféré dans le cas qui nous intéresse là. Puis, je pense que je vais intervenir, Alexandra. Je vais te laisser terminer, puis je reprends la parole après avec une autre question. Vas-y, Alexandra. En fait, je vais juste y aller rapidement, peut-être je reviendrai plus tard, mais on a beaucoup parlé de la nécessaire interdisciplinarité pour concevoir, déployer puis évaluer ces applications dans leur écosystème, là, donc pas juste le fonctionnement interne du modèle, mais par exemple en géo-ingénierie, même en urbanisme, puis en sociologie, genre comment le système peut vraiment se déployer dans son environnement. Puis du point de vue de la santé publique, évidemment, dans quelle mesure est-ce que c'est pertinent en termes de santé publique, mais il y a aussi la diversité des savoirs, si on veut, donc comment on peut valoriser le savoir des groupes de terrain puis des personnes qui représentent pour s'assurer que vraiment ça soit efficace et que ça soit efficacement déployé dans l'environnement matériel et socio-technique, en fait. Merci. La discussion là, est en train de prendre un tour vers la nature des instruments, puis c'est parfait par rapport à la fonction politique publique. Il y a de la littérature qui existe sur les instruments d'action publique, et j'ai deux questions que je vais regrouper, celle de Julien Voisin et de Sébastien Gams, qui portent sur le choix justement des instruments d'action publique auxquels peuvent recourir les organisations publiques pour gérer cette pandémie. Julien Voisin se demande si on ne pourrait pas envisager
un objet spécifique comme un pendentif qui serait fourni par la santé publique pour pouvoir éviter des biais associés aux applications. Et Sébastien Gams se demande si on a prévu d'émettre un décret pour interdire des dérives où un employeur demanderait une installation de cette application pour un retour au travail ou pour l'accès à certains lieux. Donc, on voit ici l'encadrement que les autorités peuvent faire, soit pour orienter l'utilisation ou la non-utilisation de l'application, puis aussi de penser à d'autres instruments. Justin, est-ce que tu as un avis sur ces questions? Oui, ben, c'est des questions là. C'est pas, pour la cause, ce n'est pas uniquement technique, c'est éminemment politique. Par exemple, lorsqu'on regarde, il y a un classement qui est fait du taux de téléchargement de chacune des applications qui sont mises en œuvre au niveau mondial. L'application la plus téléchargée à 91% est l'application Qatari, qui a la particularité d'être obligatoire. Donc, l'obligation se traduit par un haut taux de téléchargement, mais est-ce que le taux d'utilisation est aussi suit ce taux de téléchargement? Puis, comme Yannick le montrait, l'acceptabilité dépend aussi de cette caractéristique de l'application qui est-ce que l'installation est volontaire ou non volontaire. Puis, dans l'ensemble du discours politique concernant les 3 États que j'avais étudiés, vraiment, le fait de ne pas rendre l'application obligatoire a permis justement à l'application de voir le jour. Si l'application, je pense, ça c'est plus je dirais ici un avis personnel, si l'application avait été rendue obligatoire, il y aurait davantage d'opposition encore que ce à quoi les décideurs et les développeurs ont dû faire face. Donc, oui, après, c'est cette question politique de dire on a une solution, mais qui ne résout pas tout le problème. Jusqu'où va-t-on aller et jusqu'où, en tant que citoyen, est-on prêt à accepter l'utilisation de la technologie dans nos vies, ne plus que pour gérer une crise exceptionnelle comme on la vit actuellement. Et puisque Justin, tu as commencé ta réponse en disant c'est un enjeu éminemment politique, je vais me tourner vers Yannick pour voir si du côté de la science politique, il y a autre chose à ajouter sur la question. Ce serait seulement un point à ajouter pour rebondir sur ce que Justin vient de dire. Lorsqu'on a fait les expériences de sondage avec l'analyse conjointe, c'est assez particulier, c'est assez technique, mais ça nous permet d'aller voir vraiment les éléments en détail, là, dans les nuances, de quelles caractéristiques est-ce qui poussent vers l'appui ou l'opposition à ces applications-là. Puis même quand on voyait, c'était l'universitaire, confidentialité des données, l'installation obligatoire, puis ça, je vous l'ai bien montré tout à l'heure, mais un des éléments qu'on a fait beaucoup d'essayer de voir parmi les gens qui appuient ce type d'application-là, puis les gens qui n'appuient pas, puis surtout parmi ceux qui n'appuient pas, c'est quoi les caractéristiques qui les dérangent le plus. Puis la seule caractéristique qui fait vraiment une distinction entre ceux qui appuient et qui n'appuient pas, que ça dérange qui pousse à plus d'opposition, c'est l'installation obligatoire. Donc, s'il y avait une manière de pouvoir convaincre, disons, les gens qui sont plus réfractaires, mais c'est vraiment cet élément-là, c'est l'installation obligatoire. Pour tous les autres facteurs, mais c'est la même chose dans les 2 groupes de citoyens. Merci. On est en train de conclure le premier bloc, là, ça passe très vite. Une question peut-être plus de précision pour Karine et Alexandra sur le design justice par les développeurs. Les Anglais se demandent est-ce que c'est quelque chose qui est enseigné dans les programmes universitaires collégiaux? Est-ce qu'on fait une grande place à ce contenu? De ce que je connais, puis peut-être Alexandra pourra compléter, mais à date, bon, je suis sociologue, Alex est plus juriste, fait que sur ce qui se passe dans les facultés de génie, je ne sais pas trop, mais je pense que je suis pas sûre que ce soit extrêmement généralisé, que c'est peut-être assez marginal comme pratique, mais ça c'est connu ici, ça c'est évidemment sûr. C'est un peu comme quand en sciences sociales on a commencé à faire de la recherche en collaboration, c'est-à-dire que ça demande un changement de paradigme sur la manière dont on fait la recherche et d'intégrer depuis le début les préoccupations des gens et notamment de travailler à partir de leurs besoins. Donc la recherche prend une autre tournure, elle est un peu plus longue. Donc j'imagine que ça va prendre peut-être quelques années avant qu'on développe ça, mais certainement, de ma perspective de sociologue, c'est quelque chose qui va être de plus en plus nécessaire, étant donné
les revendications qu'on entend de groupes qui sont lourdement affectés par la technologie, qui sont lourdement affectés par un usage non représentatif des données, de données qui sont biaisées sur plusieurs niveaux, dont des biais au niveau ratio, et qui demandent à intervenir et à ce que maintenant ces technologies-là soient développées en collaboration avec eux. Donc, voilà, c'est ce que je peux répondre. Merci, Karine. Alexandra, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ben, peut-être rapidement, je pense que si c'était le cas, ça serait peut-être, puis là, c'est pas mon domaine, mais peut-être dans les facultés de design ou de communication. Donc, je sais pas à quel point c'est dans le paradigme dominant, mais c'est beaucoup ces domaines-là qui s'intéressent en fait à ces questions. Donc, sinon, il y a l'ouvrage Design Justice de Sasha Constantichuk qui parle un peu de en quoi ça consiste, puis comment travailler avec des groupes de terrain, ou même partir de ce que les groupes de terrain font, puis venir appuyer par la suite. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont posé des questions. Ça a permis de couvrir beaucoup d'enjeux, de défis de ces applications de traçage. J'aurais une autre question pour l'ensemble des panélistes. Je vais vous laisser quelques minutes pour pouvoir y répondre. C'est mon petit biais personnel que j'ai introduit dans la table ronde sur la question de l'évaluation et de l'efficacité. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que ces applications de traçage, de notification de contact sont suffisantes pour endiguer la pandémie, et peut-être d'une manière un petit peu plus provocante, est-ce que la technologie peut nous sauver? Je laisserai la parole peut-être dans un premier temps à Alexandra et Karine sur cette question de cette dimension d'efficacité d'évaluation des applications de traçage. Et tu veux que je te réponde oui, parce que ça ne va pas être oui. Si c'était oui, on le saurait. Ça aurait montré l'efficacité avec la première vague, mais non, évidemment, ce n'est pas suffisant. Puis Alexandra prendra la parole après, mais en termes étant donné que ça ne prend pas en compte le côté social, tout le caractère social et le déploiement, les conséquences, les impacts sociétaux en fait de ces usages, ça ne peut pas être la seule solution. Quand je voyais dans les questions, on disait on peut peut-être fournir l'accès Internet et peut-être que ça réglera le problème. Peut-être que oui, un meilleur accès Internet, notamment à des communautés qui sont plus isolées, ça pourra aider, mais je pense que ce n'est pas juste ça. Il y a aussi un certain nombre d'inégalités sociales qui sont systémiques et qui ne sont pas, excusez-moi l'anglicisme, mais adressées avec l'usage des technologies. Et tant qu'on ne considérera pas la jonction entre les inégalités sociales, inégalités de santé et inégalités numériques, peu importe le type de technologie qu'on va mettre en place pour répondre à la pandémie, ça ne suffira pas. C'est à peu près... en gros, puis je vais passer la parole à Alex. Oui, j'imagine que c'était un peu fait exprès, mais je comprends que le concept en trame de fond de la question, c'est un peu le paradigme techno-utopiste. On a beaucoup utilisé le terme techno-solutionniste cet été, mais je pense qu'il faut aussi considérer, lorsqu'on est un petit peu tenté de réduire les technologies à leurs impacts positifs ou négatifs, d'éviter aussi le piège du déterminisme technologique, en fait, selon lequel la technologie suffirait à déterminer le social en dehors des phénomènes sociaux avec lesquels elle cohabite, notamment les inégalités sociales. Karine et moi, mais ça peut être d'autres phénomènes sociaux. Je pense que ce qui est important, du moins, c'est comme ça que moi j'ai été formée, de considérer les technologies comme des constructions humaines à la fois déterminantes et déterminées. Donc, d'une part, la technologie, elle n'a pas d'autonomie propre, elle est modelée par l'interaction humaine, mais d'autre part, oui, c'est sûr qu'elles peuvent suggérer certaines utilisations plutôt que d'autres. Il y a comme cette tension-là. Donc, je ne pense pas qu'une technologie peut nous sauver d'abord parce qu'elle n'a pas une autonomie propre. Donc, ses implications positives et négatives dépendent en fait des choix politiques qui vont présider sa conception, mais aussi, ça on en a parlé, du contexte social et environnemental dans lequel elle est déployée. Donc, c'est important de justement tenir compte de ce contexte social de manière interdisciplinaire. De manière un petit peu plus pragmatique, rapidement, c'est sûr qu'il y a même les plus grands défenseurs des applications de notification explicites que c'est plus un outil complémentaire au traçage manuel. C'était aussi la position du gouvernement Legault. Puis on sait, par exemple, là, peut-être que Marie-Christine Therrien en parlera plus, mais il y a vraiment un processus humain au fondement du traçage manuel, donc bâtir un lien de confiance avec la personne, s'assurer qu'elle ait des ressources, elle doit se confiner, tout ça, donc une dimension d'empathie. Donc, il y a comme à la fois une plus-value quantitative à la supplémentation, donc rejoindre plus de personnes, mais aussi qualitative, donc mieux rejoindre certaines personnes qui pourraient être plus méfiantes ou à l'ombre des canaux officiels, donc quantitatif, qualitatif. Donc, à la fois ce qui est traçage manuel, ils sont importants en soi. À la fois, peut-être qu'il y aurait probablement une expertise importante à considérer dans le déploiement des applications de notification, sur le plan du lien de confiance.
lien de confiance est quand même fondamental parce que, comme on a dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont installé l'application, qui ont signalé leur diagnostic positif. Je pense que selon les chiffres de Global News au début du mois, en Ontario, c'était seulement 4% des personnes qui ont obtenu un test positif qui l'ont fait savoir par l'application, en fait. Est-ce que je peux juste rajouter un mot juste en conclusion, mais un des éléments qui est vraiment très important, c'est de considérer premièrement les usages de ces technologies, non pas juste les technologies. Je pense que ça, c'est absolument important, ce qu'Alex a dit, mais je veux juste rappuyer là-dessus. Et l'autre élément, en fait, c'est que l'usage des technologies n'est jamais déconnecté du contexte social et du contexte dans lequel elles sont développées. Ça, je trouve que c'est peut-être une des leçons qu'on devrait tirer de la première vague et l'appliquer à la deuxième vague, que le contexte social est absolument déterminant. Yannick, je me tournerai vers toi. Quelle est ton opinion sur l'efficacité des applications de traçage pour endiguer la pandémie? J'allais dire, on s'éloigne un peu de ma spécialité d'évaluer vraiment l'efficacité. Quoique je trouve ça intéressant, par exemple, à les questions qui ont été posées précédemment sur la collecte de données ou non. Ça serait quand même des données intéressantes. Je sais que Marie-Christine avait certains doutes par rapport à ça, de savoir si les gens qui utilisent, quand ils vont se faire tester, s'ils ont utilisé ou non l'application. Du moins, ça pourrait peut-être comparer. Je sais qu'il y aurait des meilleurs devis de recherche, mais au moins voir, comparer si les gens sans application ou avec application, est-ce que ça peut, de voir les billets, si justement s'il y a une fracture, si c'est certains groupes. Mais bref, ça serait intéressant de voir des données. Pour voir l'efficacité de ces technologies-là, moi, je me tourne plus en tant que personne en opinion publique sur la perception des gens. Puis on a posé la question, la technologie aidera de manière cruciale à mettre fin à la pandémie de la COVID-19. C'est quand même intéressant de voir qu'une très forte majorité de notre population, de la population canadienne, dans les 60%, pense qu'ils étaient en accord avec ça. Ça, il faut dire aussi, c'est daté, hein, comme disait tout à l'heure Karine, je ne peux pas être plus d'accord, c'est contextuel. Est-ce qu'on poserait la question aujourd'hui? Peut-être qu'on aurait un autre résultat. Mais si je regardais, puis je sais que j'ai juste 3 minutes, mais juste un des éléments qui était intéressant dans les variables, c'était la différence, même pas entre évidemment, il y avait des différences entre l'éducation, des trucs comme ça, mais la plus grande différence était entre le Québec et le reste du Canada. Puis ça, j'avoue que c'est une intrigue que je n'arrivais pas vraiment à répondre. Je me suis dit peut-être que c'était le contexte, justement, puis peut-être que c'était la part de la gravité de la crise qui était différente dans le Québec, dans le reste du Canada. On a testé ça avec des modèles statistiques, puis ça ne peut pas expliquer cette différence. Donc, on se demande justement si ça peut changer dans le temps. Cette perception-là vers la technologie, c'est culturel. J'aime bien l'idée justement de Karine, Alexandra, qu'il y a un contexte. Donc, en ce moment, on est en train de penser à faire le même sondage, mais au Japon, parce que dans différentes démocraties, il peut y avoir une différente conception de la technologie. Puis il y a une littérature complète que je vous invite, si ça vous intéresse, à lire sur le syndrome de Frankenstein, où est-ce que dans les sociétés occidentales, on aura un lien différent par rapport à la technologie. C'est dans notre littérature, c'est dans notre culture. Donc, ce serait quand même intéressant parce que ça peut avoir des contextes dans une pandémie comme ça, si efficacité il y a, même des conséquences géopolitiques. Puis finalement, peut-être qu'un autre endroit à regarder, à explorer pour expliquer cette différence-là au Québec et dans le reste du Canada, c'est de voir si on en parle différemment dans les médias ou dans les décideurs, on a une espèce de cadre interprétatif. Puis c'est pour ça qu'on est en train de développer un plus large projet qui va justement collecter ces données-là. Puis on va aller même en Europe avec la fonction politique publique de l'AVIA pour voir justement est-ce que c'est juste une question d'opinion publique et de perception ou est-ce que même quand on parle, peut-être qu'on peut observer des variances aussi dans la manière dont on en parle parmi les décideurs ou dans les médias. Merci Yannick pour ces données et ces résultats récents. Marie-Christine, sur la question de l'efficacité, comment est-ce qu'on peut juger, est-ce qu'on peut envisager que ces solutions peuvent être efficaces? Puis comment on mesure cette efficacité? 3 points, je pense. Je pense que le mot complémentaire qui a été amorcé dans la présentation de Justin, qui nous a un peu suivis dans ce panel est important. Je pense que dans cette perspective justement sociotechnique, en fait, il faut s'inscrire dans le fait que les outils pour répondre à la pandémie sont multiples
est complémentaire et que les technologies ne sont pas nécessairement que des outils sur les téléphones. Pour donner un exemple bien simple, en fait, même quand on regarde dans la stratégie de la santé publique, il y a deux grands pans, là, les cas contacts, mais aussi tous les effets collatéraux. Bien, dans sa stratégie de cas contact ou d'enquête d'éclosion, elle est en lien parce qu'elle l'a fait auparavant avec des acteurs communautaires, avec des acteurs de certaines communautés aussi, qui fait en sorte qu'elle a même des points d'appui. Et on pourrait dire donc, par cette technologie de lien, elle fait des actions pour prévenir. Je pense aussi qu'il n'est pas trop tard pour ajuster. C'est-à-dire que si actuellement l'application ne répond pas aux besoins, ben, on peut peut-être penser à une stratégie intermédiaire d'une application qui pourrait grandir, si on veut, si on peut s'exprimer ici, avec l'opinion, avec la stratégie de la santé publique. Et donc, on est passé un peu avec un outil qui se cherche un problème, finalement, actuellement, là, si on prend au niveau technique. Puis, je pense que la dernière chose à dire là-dessus qui m'apparaît importante, c'est ce que je disais dans la première présentation, c'est que la prise en compte de la chaîne devient nécessaire si on veut que l'outil soit attaché à la stratégie générale de réponse. Merci Marie-Christine pour cette présentation sur les enjeux de l'efficacité. On ouvre à nouveau la parole et la période des questions-réponses aux participants. Yannick, j'ai une question pour toi de la part de Christophe Mondin qui souhaitait obtenir un peu plus de précision sur la source du sondage, des résultats que tu viens de présenter, qui font écho aux chiffres qui sont sortis lors de la consultation publique au Québec cet été. Oui, c'est ça. J'allais justement, je venais de répondre justement qu'on pouvait m'écrire pour plus d'informations, parce que je sais que je suis passé très, très rapidement. Mais c'est des sondages qu'on a fait nous-mêmes. On a élaboré un gros questionnaire, puis on est allé avec la firme de sondage Synopsis pour les détails vraiment précis sur le nombre de répondants. C'est 2500 répondants pour les deux sondages de mémoire avec une surreprésentation du Québec. Mais pour les détails, ça, vous pouvez m'écrire. Puis par rapport à la consultation, il y avait des liens. Puis ça aussi, j'ai un document préparé pour faire cette distinction-là. Mais oui, en effet, on n'était pas en porte-à-faux du tout avec les autres informations qu'on a vues. Comme toute comparaison de sondage, c'est certain que les formulations sont toujours très importantes. Puis il y a des enjeux méthodologiques, surtout sur des enjeux complexes. Les répondants sont très sensibles à la formulation des questions. Donc, il y a une série de démarches méthodologiques qu'il faut prendre. Ça va me faire plaisir s'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations, si vous me contactez, d'avoir une conversation avec vous. Merci pour la précision, Yannick. Moi, j'aurais une question un peu pour tous les panélistes. Je ne sais pas qui va vouloir prendre la balle au bon avec cette question un peu plus générale, mais on le constate face à une crise, les gouvernements ont en général du mal à pouvoir réagir rapidement et parfois adéquatement à la situation qui se présente. Et la question que je vous pose par rapport aux travaux que vous avez menés sur les applications de traçage, par rapport à des futurs débats, des futures décisions publiques qui vont devoir être prises dans l'urgence, en quoi les réflexions, l'utilisation de solutions technologiques face à des crises majeures, que ce soit des crises sanitaires, mais aussi humanitaires, comme des tremblements de terre, peuvent aider les décideurs, les responsables dans des organisations, puisque idéalement, il faut anticiper une prochaine crise, un prochain événement. Donc, par où on commence pour pouvoir faire un peu un débriefing de la situation telle qu'elle se produit actuellement en fonction d'une autre crise qui peut se produire dans un autre secteur. Puis ici, j'ai à l'esprit la réflexion qu'on peut avoir sur l'import-export institutionnel, de faire passer une solution d'un domaine vers un autre domaine par rapport à ce que vous avez pu voir, pu analyser.
en quoi les discussions, les débats actuels nous préparent ou préparent les organisations publiques dans d'autres secteurs à pouvoir utiliser ces résultats et ces réflexions. Karine? Oui, ben, c'est super question. En fait, je pense que plusieurs choses. Je crois que le premier, c'est que toute introduction d'une technologie dans un secteur va avoir une incidence sur une autre. Puis il y avait une question qui était comment est-ce qu'on doit légiférer pour, par exemple, empêcher des employeurs utilisent, par exemple, Stop Covid ou une autre application de notification pour forcer, poursuivre les travailleurs. On sait déjà notamment que toutes les applications de traçage sont utilisées dans le milieu, dans certaines entreprises pour savoir où sont localisés les employés, par exemple, et donc ils ont un bracelet. Donc c'est pas parce que ça s'applique à un secteur, ça pourra pas s'appliquer. Il y a une perméabilité entre les différents secteurs qui fait qu'une solution déployée va forcément avoir des conséquences ailleurs. Donc je pense il faut y penser. Est-ce que c'est au niveau de la législation? Est-ce que c'est au niveau de l'implantation? Je sais pas, mais il y a une réflexion à avoir. Un autre élément aussi dont on a peu parlé, mais je voudrais absolument qu'on en parle, c'est que ce que j'ai trouvé assez intéressant dans cette crise-là, c'est qu'on a pris, c'est un enjeu sanitaire, on l'a considéré comme un enjeu sanitaire seul, mais c'est une pandémie et donc il y a un contexte global, un contexte macro, Marie-Christine l'a dit, mais aussi il y a des enjeux sociétaux. Et donc, c'est pas juste sanitaire. Il y a vraiment une dimension historique aussi, il y a des dimensions systémiques, il y a plein de choses. Et donc, de considérer le fait qu'on n'a pas juste affaire à des malades. Moi, si, admettons, j'ai la COVID, je ne suis pas juste malade. Je suis une femme, une mère, une employée. Donc, j'ai plein de dimensions. Donc, en fait, l'intersectionnalité des profils des personnes doivent être pris en considération et donc pas juste les voir à partir d'une seule dimension. Parce que c'est ce qui, dans le déploiement des technologies, dans les impacts des technologies, va avoir des conséquences qui vont être soit négatives au pire, mais qui peuvent être vraiment extrêmement difficiles pour des groupes qui sont beaucoup plus marginalisés socialement, économiquement ou politiquement même. Hein, ça. Donc, c'est les deux éléments, je trouve, qui seraient importants de prendre en considération. Merci Karine. Je me tournerai vers Marie-Christine. J'étais plus ou moins sûr que Marie-Christine avait quelque chose à dire. J'ajouterais peut-être un élément pour Marie-Christine qui a une expertise aussi sur d'autres crises. Est-ce que dans d'autres crises, il y a des solutions technologiques qui pourraient également s'appliquer donc, à la COVID? Donc on peut aller dans les deux sens avec ton intervention, Marie-Christine. Oui. Ben, deux points. Je pense que si on parle de façon générique des crises, ce que l'on sait en fait, c'est que c'est extrêmement important d'envisager une réponse qui va sembler un peu paradoxale, mais qui est extrêmement décentralisée, c'est-à-dire ou régionalisée, ou au niveau local le plus possible. Et ça, c'est difficile pour les gouvernements d'envisager cette approche-là, sachant qu'il faut qu'ils retrouvent un équilibre entre ce qu'on va appeler communément le top-down versus le bottom-up, ou plus particulièrement, en fait, que la prise de décision pour répondre aux enjeux de la crise, quelle qu'elle soit, puisse être fait le plus localement possible, où il y a une connaissance, comme Karine l'exprime, des différentes personnes et qui elles sont et quels enjeux, auxquels enjeux elles font face. Donc, nécessairement, ça veut dire qu'ensuite, les systèmes d'information ou les systèmes technologiques doivent refléter cet aspect-là. Et c'est pas vrai que ce qui est bon pour Gaspé est bon pour Montréal en termes de réponse. Et ça va de même au niveau technologique. Alors, de retrouver finalement une forme d'équilibre entre ce que le système technologique peut faire pour combiner des données, avoir une image globale, mais aussi soutenir une réponse, appelons-la plus locale ou plus régionale, devient extrêmement important. Et si on regarde actuellement la santé publique, ils ne sont pas organisés de la même façon, région par région. Et par contre, la réponse avec les systèmes d'information est un peu, en quelque part, exigée de la même façon. Alors, la couche par-dessus tout ça, de mettre une application comme
alerte COVID devient un peu difficile à intégrer avec les systèmes actuels. Merci Marie-Christine. Je me tourne peut-être du côté de Justin, qui a aussi fait des travaux, mené des recherches sur les dimensions d'innovation dans le secteur public. Il y a peut-être de la littérature là-dessus qui peut nous être utile sur cette réflexion sur l'import-export. Oui, la première chose aussi par rapport à ce qu'on vit, ça a été un fameux coup d'accélérateur pour la technologie. Puis ce coup d'accélérateur-là nous a montré qu'on n'était peut-être pas aussi avancé qu'on le pensait sur toute une série de questions. Là, notamment aussi la question de l'infrastructure. On en a relativement peu parlé, mais c'est ce qui intervient aussi, la capacité qu'on a à protéger et à collecter des données à caractère privé au niveau public doit vraiment être considérée dans cette perspective d'une gestion de la pandémie. Puis, justement, par rapport à l'intégration d'une innovation, c'est les utilisateurs aussi qui font quelque chose d'innovant, qui l'utilisent de façon innovante. Là, il y a tout ce travail d'intégration parce qu'il y a un décalage, en tout cas dans les États où on a pu étudier les applications. Il y a vraiment un décalage entre l'utilité de l'application, l'utilité de la technologie, puis ce qui est perçu comme tel par les utilisateurs. Donc, notamment en France, il y a plusieurs articles de presse qui faisaient mention vraiment d'un État omnipuissant qui allait totalement contrôler les individus. Donc, il y a encore aussi quand même ce travail dans l'espace public de créer un dialogue, puis d'une façon aussi un peu plus participative, faire remonter les attentes des citoyens, notamment en temps de crise aussi, pour les écouter et avoir quelque chose de moins centralisé, moins verticalisé dans la gestion de la crise. Merci. Yannick ou Alexandra, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Mon commentaire va plus général, mais je pense que tout a été dit, mais il y a des années, quand là, on parle beaucoup de ces technologies-là, on parle des données numériques, mais ça fait des années qu'on m'invite à parler des défis de ces données, de ces déluges de données. Puis j'essaie toujours de l'expliquer comme qu'il y a 3 vraiment défis. Le premier défi est technique. Comme disait Justin, on a fait comme vraiment, on a eu un bon coup d'accélération. On est capable de voir c'est quoi les capacités techniques, autant de stockage de données, de croisement des données. Et le deuxième défi est théorique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'importance ici, c'est de comprendre que ces données-là, c'est des données de convenance. Puis est-ce qu'il y a des gens qui les analysent? Est-ce qu'ils les analysent comme il faut? Est-ce qu'ils prennent en considération certains biais, comme on parlait tout à l'heure avec Karine et Alexandra? Il va falloir répondre à cette question-là. Est-ce qu'on est capable de faire une inférence à partir des données qu'on a pour faire une généralisation? Moi, je fais partie des optimistes en disant on est capable de le faire. Mais le troisième défi, c'est fondamental, est celui lié à l'éthique, à la confidentialité des données, à l'accessibilité sociale, puis de voir, même si on est capable d'avoir la technique pour le faire, même si on est capable théoriquement de faire des inférences, puis est-ce que les gens sont prêts à accepter de mettre dans la balance leur vie anonyme ou leur confidentialité au profit de quelque chose de même efficace. Puis ça, mais pour l'acceptabilité sociale, mais il n'y a rien de mieux que de se retourner vers la population, puis leur demander, puis se poser la question, est-ce que ça change en fonction de la menace, dans un sens post-matérialiste? Est-ce que quand on se sent en danger, est-ce qu'on est plus en faveur de mettre en jeu notre confidentialité? Est-ce que ça change aussi d'un contexte à l'autre? Puis est-ce qu'il y a des aspects culturels? Merci Yannick. Alexandra, est-ce que tu vas ajouter quelque chose pour compléter la... Ouais. Oui, ben, je vais peut-être rebondir sur ce que Yannick vient de dire parce que je trouve qu'il y a quand même une tension en fait dans ce dont on a discuté qui est on veut des outils plus inclusifs, peut-être, mais on ne veut pas non plus inclure les gens contre leur gré. Puis donc là, je pense que c'est une question un peu théorique, ben, peut-être pratique aussi, à laquelle il va falloir réfléchir avant le contexte de crise parce qu'évidemment, dans un contexte de crise, on a moins le temps de s'assurer est-ce que le consentement est vraiment libre et éclairé, tout ça. Puis je pense que nous, on a travaillé sur les fractions numériques, c'était en tant que vecteur d'inégalité, si on veut, mais je me questionne toujours sur le risque que ça soit un peu instrumentalisé ou ça serve d'injonction à inclure des personnes possiblement contre leur gré. Puis bon, là, ça revient un peu à ce dont Yannick parlait, donc accepter social, ça veut... Tu sais, toute la question de qu'est-ce que ça veut dire, le terme peut être un peu polysémique, en fait, puis pareil pour le terme participation, là, il a beaucoup été problématisé dans les dernières années, là, avec, par exemple, en matière environnementale. Donc,
Puis sinon, il y a toute la question il y a des cadres juridiques par rapport à l'accès aux lieux publics, aux lieux privés, etc. Mais dans quelle mesure est-ce qu'il y a une effectivité à ces cadres-là? Ça, c'est aussi une réponse à laquelle qu'on pourrait approfondir avant qu'une situation de la sorte se représente. Et par rapport à la question de l'inclusion et de l'utilisation, Marie-Christine et Karine, qui travaillent dans des secteurs différents, quels seraient un peu les outils, les moyens, les méthodes à mettre en place pour réfléchir à l'inclusion des utilisateurs, à l'inclusion des usagers dans ces solutions qui peuvent être utiles en temps de crise. Mais si on pense à une prochaine crise et qu'on a vraiment le temps de pouvoir associer des utilisateurs, de pouvoir associer des usagers, quels seraient les moyens, les outils qui nous permettraient vraiment d'aller chercher le pouls de ce que pense la population, de ce que pensent les utilisateurs dans les organisations publiques de ces applications, de ces outils technologiques? Est-ce que vous avez des orientations, des conseils à donner à ce sujet? Karine, je vois que tu te tournes vers Marie-Christine. Je ne sais pas Oui, laquelle. c'est ça. Est-ce que Marie-Christine veut commencer? Puis, Vas-y, Karine. En fait, je ne sais pas, c'est difficile de le dire pour moi a priori, parce que j'ai toujours une approche bottom-up. Mais donc, mon premier réflexe, c'est de dire, demander aux gens qui ont signifié déjà leur mécontentement. Je sais par exemple qu'il y a une organisation à Montréal-Nord qui s'est créée justement pour que les données en santé soient plus représentatives. Donc, ce serait peut-être d'aller voir un peu les différentes organisations. Parce que, en fait, je vais le prendre différemment. C'est que tout ce qui est sur les inégalités en santé, on a une littérature abondante, on a une très grande connaissance des inégalités en santé et des liens entre les inégalités sociales et les inégalités en santé. Mais quand ça a été quand ça a été appliqué à la pandémie et aux solutions technologiques, c'est comme si ces liens-là, on ne connaissait plus. Enfin, c'est l'impression que ça fait comme ça quand on a commencé à analyser la littérature et quand on a commencé à analyser un peu les réponses technologiques. Donc, en fait, c'est peut-être de les remobiliser. Je pense qu'il y a des gens qui ont une expertise, il y a des gens qui savent exactement. Il y a aussi une expertise qui a été développée en termes de consultation. Alors, est-ce que c'est d'appliquer cette expertise-là de consultation à des solutions technologiques, à un autre type de crise? Mais je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Je veux dire, il y a de la santé communautaire, il y a des départements de santé communautaire, il y a des organisations communautaires qui sont impliquées, qui sont sur des tables de concertation, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même déjà tout un tas de structures, mais qui n'ont pas été mobilisées parce que c'était la pandémie, donc déjà, c'était assez stressant, et parce que c'était la technologie. Donc, faut juste arrêter d'avoir peur de la technologie et penser que ça évolue en dehors de la société et en dehors des pratiques. Et donc que c'est aussi régulé par un certain nombre de structures et de gouvernances, et donc de l'appliquer à ce qu'on connaissait déjà. Je trouve que déjà, ce serait la solution d'aller demander aux gens et d'utiliser ce qui existe déjà. Parce que peut-être que ce n'est pas une question d'accès Internet, peut-être que c'est autre chose que les gens ont besoin. Et donc, ça éviterait aussi d'avoir des solutions qui ne sont pas adaptées, parce que c'est souvent ce qu'on a vu, c'est que les solutions qu'on a proposées n'étaient pas adaptées aux besoins des gens, parce qu'on ne les avait pas consultées. Donc, d'utiliser ce qui existe déjà, mais peut-être que... Marie-Christine? Je vais dans le même sens que Karine. Je pense que, d'une part, il faut reconnaître que, puis c'est Justin qui l'évoquait tout à l'heure, on s'est retrouvé parachuté avec une technologie qui a été envoyée, qui est, peut-être on peut s'exprimer de façon un peu simpliste comme ça, en disant elle est de toute façon beaucoup trop avancée en ce moment pour ce que les systèmes sont capables de prendre en compte. Et donc, avec ce parachutage, il y a moyen, effectivement, de dire, étant donné que c'est parachuté, ça n'a pas été développé avec les personnes. Ça n'a pas été développé avec la population, ça n'a pas été développé avec les instances, quelles qu'elles soient, et ça ne prend pas en compte la façon dont on fonctionne. Donc là, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est un peu ça qu'on met en place quand on parle de développement par Living Lab, c'est-à-dire de travailler avec les différentes parties prenantes pour essayer, tester, mettre en place tranquillement soit des approches ou des outils. Et c'est ce qu'on espère donc avoir comme réponse avec le projet qu'on a lancé justement
à l'Obvia sur comprendre finalement quel est ce lien à développer entre les différentes parties prenantes autour des applications de notification pour faire en sorte qu'on prenne en compte un plus grand nombre d'acteurs aussi. Il y a eu beaucoup qui a été dit, évidemment, sur les personnes, sur la population, mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte qu'il y a d'autres acteurs très importants dans l'écosystème. Merci Marie-Christine. On approche de la fin. Je vais me tourner rapidement vers les autres panélistes. Yannick, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette question? Moi, je trouve ça très, très intéressant tout ce que Marie-Christine vient de parler, mais c'est aussi ne pas oublier exactement, on prend souvent en considération la population, il y a d'autres acteurs, mais surtout compte tenu de la situation particulière, il faut aussi ouvrir notre boîte à outils puis voir qu'il y a d'autres façons aussi d'écouter la population. Là, je parlais, c'est un enjeu hyper complexe. Moi, j'ai souvent entendu parler des gens dire ça ne donne rien de faire des sondages sur ça parce que de toute façon, c'est trop complexe pour la population, alors qu'il y a des outils qui existent, qui sont particuliers, qui sont peut-être un peu techniques, mais ça reste quand même qu'on peut avoir un pouls de la population. C'est certain qu'il faut le prendre en considération lorsqu'on développe des applications comme ça qui vont avoir un impact important. Là. Merci Yannick. Alexandra? Ben, je pense que juste en 2 mots, il va y avoir dans les prochaines années tout un travail de démystification à faire sur les outils sociotechniques. Là. Bon, moi, je suis juriste, donc je fais un peu le parallèle, mais souvent, bon, ça a un impact important dans notre vie, mais il y a une forme de mystification qui fait que les gens qui ne sont pas dans ce champ-là hésitent peut-être à y participer. Puis cette mystification-là aura un impact sur le fait qu'il y a justement des personnes qui ne sont pas dans cette discipline-là, que ce soit d'autres expertises comme la santé publique ou que ce soit des groupes de citoyens, citoyennes, aient l'intérêt, le temps et l'envie d'y participer. Donc, je pense que ça doit aller un petit peu dans les deux sens, le travail qui doit être fait à ce niveau-là. Merci Alexandra. Le temps passe vraiment vite. Au début, quand j'étais en train de mettre sur pied la table ronde, je me dis, bon, 1h30, est-ce que ça va être trop long? Finalement, je pense qu'on pourrait poursuivre, mais on arrive à la fin de cette table ronde. En conclusion, je voudrais commencer par remercier sincèrement Justin, Marie-Christine, Alexandra, Yannick et Karine. Quand on a songé à cette table ronde, j'ai eu des oui immédiats et enthousiastes sur l'organisation de la table ronde. Ça a grandement facilité le travail. Je voudrais aussi remercier Guillaume Mako et Laetitia Dupuy de l'Obvia qui sont en arrière de toute l'organisation de la table ronde. C'est grâce à eux que vous avez reçu toutes les invitations, les publicités, la liste des publications du comité COVID. Et en conclusion, il me reste à vous fixer un rendez-vous pour la prochaine activité de l'Obvia qui va être un panel international sur les enjeux de la reconnaissance faciale dans une perspective internationale qui est organisée par Céline Castet-Renard, co-responsable de l'axe des relations internationales de l'Obvia. Et il y aura des intervenants de l'Angleterre, des États-Unis, de la France. Ce panel international va être organisé en anglais. Et Guillaume, qui pense à tout derrière moi, derrière ces écrans, vient de vous envoyer le lien pour l'information et les inscriptions. Merci à tous ceux qui ont participé à cette table ronde, qui ont posé des questions. On le voit, les réflexions sont abondantes sur l'utilisation des applications de suivi de contact et de traçage. Et donc, on poursuit les échanges à d'autres occasions. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci. Merci à toi, Steve.